Avec la presse libre, un outil indispensable pour les luttes. Voilà. Avec Alexandre Pénas de Kéros, Dolphins et Bastamag. Avec Patrick Pirot de Politis. Et le monsieur Kialsa qui parle. Voilà. Et enfin Pierre Piesset de La Décroissance. Voilà, alors donc on les laisse parler pendant 10 minutes, un quart d'heure chacun, et ensuite il y aura un débat avec la salle. Bonjour. Donc, quand on traverse les différents stades, les différents chapiteaux, je ne les ai pas tous faits, mais ce qu'on se rend souvent compte, c'est qu'il y a une question qui revient souvent. Je vais me présenter juste après, vu que c'était fait, mais je vais présenter le journal. C'est la question des médias. Doit-on essayer d'avoir le moment médiatique de France 3 sur TF1 ou en Belgique sur la RTBF, puisque je suis belge, ça arrive. Et les autres, donc c'est vraiment une question, j'ai l'impression, qui tiraille les militants. Et les autres qui disent non, il faut absolument refuser de passer sur des médias de masse. Donc moi je vais plutôt introduire le journal en posant la question, est-ce que c'est possible de changer radicalement les médias de masse? Non pas les réformer, mais les changer radicalement. Donc je vous présente juste Kéros. Kéros, c'est un journal qui est né il y a 4 ans. Donc on s'est rencontrés à plusieurs, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette réalité que nous on vit et la réalité qu'on perçoit qui nous est présentée par les médias et qui est totalement construite. Donc on s'est dit, une des solutions c'est de créer un média, donc on a créé Kéros, qui veut dire, en gros c'est le moment important pour le changement. Et donc voilà, maintenant ça fait 4 ans que ça dure, on est tous bénévoles, donc on a tous un boulot à côté. Moi je suis psy dans une école à Molenbeek, tout le monde connaît Molenbeek évidemment maintenant. La plupart, donc le repère des djihadistes, j'aurais d'autres choses à vous en dire. Donc au niveau de la question, peut-on changer radicalement la presse? Non pas la réformer. Alors je ne sais pas si vous avez vu sur le site d'Acrimed, l'Observatoire des médias, ils viennent de sortir une carte des liens de la presse française avec les grands groupes. Et donc elle était actualisée, on retrouve toujours les mêmes, c'est-à-dire Bouygues, Dassault, Tapi, Bolloré, Pigas, Lagardère, Drahi, toujours les mêmes. Donc ils dressent quand même un tableau bien peu reluisant de la liberté de la presse qu'ils n'arrêtent pas de rabâcher à longueur d'éditorial. Donc en Belgique c'est la même chose, et je vais vous montrer avec les 3 groupes de presse qui sont liés aux 3 quotidiens belges de masse qu'on a des liens avec vous qui sont copains comme cochons dans les presses. Donc chez nous on a 3 journaux, les 2 premiers c'est La Libre et La Dernière Heure, et ils appartiennent au groupe IPM qui est détenu par la famille Leaudet, dont le président du conseil d'administration est Axel Miller, donc ancien président de Dexia, qui gagne actuellement 170 000 € par mois, et qui est actuel patron de D'Ieteren, donc les voitures concessionnaires Volkswagen. Donc le groupe détient 50% des parts de La Libre Match, et les 50% restants sont chez vous, puisque c'est le groupe Lagardère, via sa filiale Hachette Livre. Donc IPM a aussi des participations dans la société Libération et dans le Courrier International. Donc voilà, il y a des mélanges franco-belges ou belgo-français, comme vous voulez. Donc le 3e quotidien, c'est Le Soir. Lui, il appartient au groupe Rossel, il est à la possession de la famille Urbain, qui est la 100e fortune belge, et son président, qui porte bien son nom, Bernard Marchand, est ancien conseiller fiscal chez Arthur Andersen, qui est la société parmi les Big Five, connue pour le scandale d'Enron. Et donc, avant d'être président du groupe Rossel, il est passé par Olivetti, Pécard, leader mondial du métal, et il était directeur général du groupe français, Neuf Télécom. Donc, avant de fêter en 2012 les 125 ans du journal Le Soir, son boss, donc Marchand, disait que les piliers du groupe Rossel, je le cite, sont le fait qu'il y ait un journal indépendant financé par la publicité, possédant une vingtaine de... C'est lui qui le dit, financé par la publicité. Possédant une vingtaine de marques, informations au grand public. Donc, Le Monde, Le Soir, La Libre, ce sont des marques, il faut le savoir. Et le groupe Rossel est implanté dans le nord de la France. Je vous cite certains journaux là, La Voix du Nord, Courrier Picard, Nord Éclair, Direct Matin, Champagne FM, le journal Le Montreuil, j'en passe, il y en a plein d'autres. Et il espère bien, comme il le met sur son site, conquérir le sud de l'Hexagone. Donc ces 2 groupes à eux seuls possèdent plus de 80% des parts de marché dans la presse.
Donc alors, il y a d'autres groupes, disons qu'en gros, tous les 7 sont liés aux plus grosses fortunes belges. Et c'est la même chose chez vous. Alors je vous cite juste un édito, parce que certains pourraient dire, comme des éditocrates français le disent, que le fait, c'était, comment il s'appelle, Geoffrin qui parlait à Natacha Polony, qui ont créé une sorte de comité au roi de la liberté de la presse, et qui disait, mais c'est pas parce que tu travailles pour Figaro qui est lié à un marchand d'armes qu'il t'influence. Donc, je vais quand même dire que dans les éditos, et là je vais vous citer un édito belge, on voit quand même l'influence. Alors c'est marrant parce que de nouveau on parle de la France et de la Belgique. C'était un syndicat belge organisait une rencontre pour les SDF français, c'est-à-dire les sans difficultés financières, qui viennent chez nous pour fuir l'impôt sur la fortune. Donc c'est à Uccle, ils sont à Uccle, ils sont à XL, ils sont un peu partout. Et donc le syndicat organisait une visite pour leur montrer les grosses villas et l'inégalité de richesse et la pauvreté que ça causait. Donc je cite l'éditocrate de la Libre qui dit: à la veille du week-end, les responsables syndicaux ont réalisé un safari, entre guillemets, dans Bruxelles. Un mini-trip destiné à pointer du doigt les espèces fiscales protégées de Bruxelles. Amusant, plutôt navrant, la stigmatisation systématique des riches, telle que la pratique des syndicats, est déplorable. Alors quoi? Il suffit d'être pauvre pour être honnête? Un pays a besoin de riches, pour investir, pour prendre des risques. Le système devrait d'ailleurs faire en sorte que les grosses fortunes et les autres trouvent un intérêt à placer leur argent dans l'économie réelle du pays, plutôt qu'à chercher des rendements élevés ailleurs. Ce ne sont pas les riches qui sont responsables de la crise. Voilà. Ça c'est assez amusant. Alors, j'ai contacté les trois presses pour leur demander ce qu'ils avaient dit sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ils ne m'ont pas répondu, sauf la Libre de nouveau. Et elle m'a dit, oui, nous avons suivi ce dossier. Moi, je ne voulais pas nécessairement savoir la question du référendum. Je voulais savoir s'ils avaient suivi ce dossier, toute l'histoire. Donc oui, le dossier pour eux, c'est le référendum. Alors pour eux, votre titre c'est terminé, que ça soit clair. Le titre de l'article, c'est Notre-Dame-des-Landes, large victoire du oui à l'aéroport, avec 55,17% des voix. Alors je me suis dit un peu naïvement, mais large, franchement, large c'est 80, 90 d'habitude, mais non, c'est une large victoire. Alors je cite vite leur article. Les habitants de l'Or-Atlantique, dans l'ouest de la France, ont massivement dit oui dimanche au projet controversé de construction d'un nouvel aéroport dans leur région, lors d'un référendum local inédit. Ce scrutin qui veut le oui l'emporter avec 55,7% des voix, avec une participation de 51,08%. Il ne souligne pas la faible participation, mais fin à un bras de fer de 50 ans, qui a empoisonné les relations entre le Parti socialiste au pouvoir et les écologistes, au point d'avoir contribué au départ des écologistes du gouvernement au printemps 2014. Donc pour la presse belge, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est terminé. Vous pouvez rentrer chez vous. Et donc, sous le faux semblant du débat, en fait, il crée une réalité d'où le fait qu'on a aussi créé un journal. Je voulais juste citer l'interview qui dit, je trouve une phrase intéressante. Aux yeux de la plupart des journalistes, le monde moderne est intrinsèquement bon. Rien de ce qui est négatif, exploitation, pression, chômage massif, guerre, gaspillage des ressources humaines et naturelles, etc., n'est vraiment imputable à l'essence même du capitalisme. Donc il y aurait comme une absence totale de remise en question chez eux. Donc vous voyez où je veux revenir par rapport au fait est-ce qu'il faut essayer de trouver le moment médiatique chez eux ou les éviter. Donc voilà, l'idée c'est qu'il faut vraiment créer d'autres médias. Je trouve que dans les milieux militants, l'idée de médias libres est encore quand même fort peu répandue. Nous, ça fait 4 ans qu'on existe. Pour avoir des abonnements, c'est d'une complexité affolante. C'est 18 € l'année, donc c'est 4 bières trappistes en Belgique. Alors, c'est vrai. Alors, 4 cafés, ça c'est à Paris. Alors, je voulais juste dire comment la presse de masse arrive à diviser les gens. La divergence qu'elle crée, on le sait par le divertissement, on sait ce qu'avait dit Patrice Lelay quand il disait que la vocation de ces émissions, c'était de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Alors, j'ai retrouvé une citation d'Orwell en 1984 qui le disait bien, vous êtes en plein dans l'euro, donc c'est parfait. Le travail physique épuisant, le souci de la maison et des enfants, les querelles mesquines entre voisins, les films, le football, la bière et surtout le jeu formaient tout leur horizon et comblaient leurs esprits. Il parle des prolétaires. Les garder sous contrôle n'était pas difficile. On n'essayait pourtant pas de les endoctriner avec l'idéologie du parti. Il n'était pas désirable que les prolétaires puissent avoir des sentiments politiques profonds. Donc nous allons y arriver, le divertissement serait utilisé comme arme pour calmer les masses. Alors je cite François-Olivier Gisbert sur BFM TV, c'est fantastique, qui évoque les grèves contre la loi travail. Et je le cite, regardez le manque de respect total. Il y a l'euro qui arrive. C'est un moment de communion nationale. Mais non,
C'est pas grave, on fera grève ici les syndicalistes. Et puis il y a ces horribles inondations, tous ces salariés qui ne pensent qu'à rentrer chez eux, dans quel état ils vont retrouver la maison, et la grève. C'est un manque de respect. Alors le deuxième point fondamental qui a totalement donné du vent dans les ailes de la prise de masse, c'est le terrorisme évidemment, qui a permis de faire une divergence de lutte fabuleuse, qui a permis d'accentuer les antagonismes entre les travailleurs et les grévistes, entre les travailleurs et les chômeurs, et surtout entre l'Occident, fier de la modernité et des droits de l'homme, et les autres, des barbares sous-développés. Donc tout ça participe d'une mise à mort de la pensée. Et je voulais encore citer, désolé, je cite beaucoup, la ministre française de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, peu après l'attaque contre Charlie Hebdo, qui répondait à une question d'un député. Et elle commençait ainsi son allocution à l'Assemblée. Le 7 janvier dernier, sitôt la stupeur et l'horreur passée, les enseignants de toute la France ont très vite compris que l'école serait en première ligne pour agir face à ces attentats, pour expliquer aux élèves l'inexplicable et pour gérer leurs émotions et leurs réactions. Et dans la foulée, je leur ai en effet adressé une lettre leur demandant non seulement de faire respecter la minute de silence le lendemain, mais aussi de créer des espaces d'échange et de dialogue. Ils l'ont fait, je les en remercie. Pour ne pas dépasser mon temps, je vais tout de suite venir à l'appel de son discours, celle qui contredit toutes les belles valeurs qu'elle aime savoir. L'école est en première ligne aussi pour répondre à une autre question. Car même là où il n'y a pas eu d'incident, il y a eu de trop nombreux questionnements de la part des élèves. Et nous avons tous entendu les « oui, je soutiens Charlie, mais des deux poids deux mesures. Pourquoi défendre la liberté d'expression ici et pas là ?» Ces questions nous sont insupportables, surtout lorsqu'on les entend à l'école qui est chargée de transmettre des valeurs. Donc voilà, on ne peut plus se poser la question, c'est le terrorisme, il faut tous être d'accord. Donc on a entendu Hollande le soir même, aujourd'hui la France a été attaquée en son cœur, nous sommes tous Charlie, la liberté assassinée, ils ne tueront pas la liberté. Alors je ne résiste pas à citer Hervé Kempf qui a quitté Le Monde et qui disait avant de quitter: la censure mise en œuvre par la direction m'empêchait de poursuivre dans son journal enquête et reportage sur le dossier de Notre-Dame-des-Landes. Chacun a des visions de liberté différentes. Donc, je crois que cet aspect du terrorisme est vraiment énorme dans la création d'un faux nous. Être français ne veut rien dire, être belge ne veut rien dire du tout. Je crois qu'il faut se définir par rapport à la violence d'État. Et dès ce moment-là, qu'on soit belge, français, espagnol ou kurde, on a des points communs. Donc les médias font tout pour nous séparer, on le voit tous les jours. Alors pour conclure, je dirais que vous avez compris qu'il faut un rejet massif des médias de masse. Il faut aussi une critique radicale de ces médias, elle doit être accompagnée d'une critique radicale. Et il faut peut-être plus de collaboration entre les zones, entre la théorie et la pratique, donc entre des zones comme ici et des médias. Parce que le paradoxe, c'est que quand on a un média bénévole, on n'a pas toujours le temps d'être sur le terrain. Et donc si ces zones pouvaient se rendre compte que pour gagner un combat, je pense vraiment, ça provoque un peu, mais qu'une zone comme ici ne gagnera pas s'il n'a pas de médias qui les défendent. Les médias de masse ne la défendront pas. Et donc il faut absolument créer d'autres médias. Et pour terminer, je cite juste Chomsky et Herman dans leur livre qui disait: un mouvement de masse dépourvu de tout soutien médiatique et devant lutter contre une presse résolument hostile et pour le moins handicapée. Merci. Donc bonjour, moi je suis donc Nolwenn Veller, je suis membre de la rédaction de Basta. Donc en fait je vais essayer on va le faire ensemble après, de répondre à la question suivante, mais en fait c'est quoi un média libre? Je vais vous expliquer en quelques mots ce que c'est un média libre pour l'équipe de Basta. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît ici, mais Basta c'est un site d'information indépendant qui a été créé en 2008 sur les questions économiques, sociales et écologiques. C'est une équipe de 7 journalistes professionnels, donc salariés. Il y a aussi une équipe d'une petite dizaine de pigistes, donc des journalistes indépendants, qui collaborent occasionnellement au site. Il y a 1,8 million de lecteurs pour Basta et on publie environ une dizaine d'articles par semaine, donc des enquêtes, des reportages ou des grands entretiens. En 2013, on a aussi créé l'Observatoire des multinationales, qui fait un travail de veille et d'enquête sur les pratiques des entreprises françaises à l'étranger et donc leurs impacts sociaux et environnementaux. Donc c'est un site qui est moins grand public, mais dont
les visites progressent aussi pas mal. Donc il y a eu plus 90% cette année, c'est un site plus récent, donc il est moins connu pour l'instant. Donc Basta et l'Observatoire sont édités par une association qui s'appelle Altermédia. Pour nous, Basta c'est un média libre aussi au niveau de la gouvernance en fait, parce que le projet est piloté par les journalistes salariés qui travaillent à la production d'informations. Donc qui participent, qui prennent les décisions en fait au niveau financier, organisationnel, au niveau des priorités éditoriales. Donc il y a aussi un CA, puisqu'on est une association, avec qui on collabore étroitement évidemment pour toutes ces prises de décision. Mais les salariés ont donc un rôle fondamental par rapport à ça. Basta et l'Observatoire, ce sont deux sites qui sont en accès libre. Donc ça veut dire que qu'on soit abonné au site ou pas, on a accès à l'intégralité des informations. Donc c'est une liberté d'accès à laquelle on tient parce que on a envie que tout le monde puisse avoir accès à l'information, que les gens puissent payer ou pas. Et donc on a quand même un système d'abonnement pour pouvoir financer le site parce qu'il est en accès libre, évidemment il n'est pas gratuit. On est déjà en 7 salariés. Les dons des lecteurs progressent énormément pour nous. On est rendu à 45% de notre budget financé par les lecteurs, donc on espère monter assez vite à 100%. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, ces dons-là, ça représente 2400 personnes, par exemple le budget de 2015, et que donc si on montait seulement à 5000 donateurs à 4 € par mois, donc des sommes assez modestes, on serait totalement indépendant. Et donc 5000 personnes, ça fait juste même pas 0,5% de nos lecteurs. Donc il y a vraiment en fonction de la conscience que les gens peuvent avoir de l'importance que ça représente de financer l'information qu'ils lisent, on peut assez vite imaginer des médias complètement indépendants financièrement. Et ce que je voulais souligner aussi qui est important, donc, par rapport à la presse indépendante, c'est que nous, on pense que c'est très important de créer des convergences entre les médias libres. Et donc, on s'efforce de prendre du temps, qui est un peu rare, évidemment, parce qu'on a beaucoup à faire. Mais on s'est investi dans la coordination des médias libres, qui est une organisation un peu informelle qui se réunit tous les ans, l'ensemble de la France, et qui essaye de faire la promotion de médias libres. On fait partie du SPIL, qui est le syndicat de la presse indépendante en ligne, qui a été créé il y a quelques années. On est en contact avec le Forum des médias libres, qui est une organisation un peu plus internationale, notamment dans les pays d'Amérique latine et d'Afrique. On a créé donc il y a quelques mois le portail des médias libres. Je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est une sélection quotidienne d'articles produits par les médias libres sur des questions, sur donc les sujets qui nous sont chers à la rédaction, donc il y a l'écologie, sociale, politique. Il y a aussi un dossier par semaine, donc Notre-Dame-des-Landes par exemple, ça fait partie des dossiers hebdomadaires qu'on peut retrouver régulièrement. Donc tous les articles produits par les médias libres sur cette thématique seront sélectionnés sur une page, donc vous pouvez y avoir accès via ce portail-là. Et comme exemple de convergence qu'on peut créer entre médias, mais aussi avec les mouvements de la société civile, on a publié dernièrement la carte des alternatives en Ile-de-France, donc en collaboration avec Attac, et qui finalement recense tous les articles écrits, pareil, par des médias libres sur des alternatives en Ile-de-France. Donc ça peut être des AMAP, des constructions écologiques, des scopes, ce genre de sujet. Au niveau des médias, il y a des médias comme CQFD, Reporter, Politis, Kaiser, L'Âge de Fer, etc. On s'efforce dans ces endroits-là de pouvoir créer des convergences parce qu'on pense que c'est aussi comme ça que les médias libres arriveront à prendre du poids et à être mieux reconnus et donc aussi à permettre aux sujets dont ils traitent d'être mieux reconnus. Notre-Dame-des-Landes, c'est effectivement un bon exemple. Bonjour, bonsoir. Patrick Pirot, d'Hebdomadaire Politis. Certains d'entre vous nous connaissent probablement. Donc Politis, hebdomadaire papier, né en 1988, aujourd'hui qui dispose aussi d'un site.
qui a failli mourir plusieurs fois, qui est vivant aujourd'hui, Dieu merci, grâce à vous. Aujourd'hui, nous comptons à peu près 11 000 abonnés. C'est le cœur de notre vrai capital, le capital social. À peu près 3 000 ventes en kiosque et puis une fréquentation du site qui est en croissance très régulière. Alors, la réponse que je souhaitais apporter donc, sur qu'est-ce que c'est mais au fait, qu'est-ce que c'est qu'un média libre? La première réponse que je voulais donner, elle est évidemment, tristement ou évidemment économique. Un média libre, c'est un média qui a son autonomie économique. Alors, je vais parler de ce que je connais moi, c'est-à-dire le Politis. Aujourd'hui, je dirais que nous ne sommes pas libres ni autonomes économiquement, complètement, parce que nous perdons de l'argent régulièrement, pas beaucoup, mais nous perdons de l'argent. Nous ne sommes pas très loin, il manque à peu près 10% de notre chiffre d'affaires, entre guillemets, pour être à l'équilibre. Et cet équilibre-là, aujourd'hui, il est essentiellement entre les mains de nos lecteurs. Parce qu'aujourd'hui, la publicité, c'est de l'ordre de 4% de notre chiffre d'affaires, puisque la publicité, c'est des maisons d'édition, des mutuelles, enfin des institutionnels qui sont proches dans le milieu de l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas une grande ressource économique et ce n'est pas non plus un fil à la patte, bien sûr. Alors, le deuxième domaine sur lequel je voulais intervenir sur qu'est-ce que c'est qu'un média libre. Un média libre, c'est un média qui est également autonome du point de vue de sa gouvernance. Et du point de vue de sa gouvernance, nous considérons-nous que nous sommes un média libre, puisque cette gouvernance, elle est assurée par une association dans laquelle sont entrés et peuvent continuer à entrer tous les sympathisants de Politis, et ce sont tous ces sympathisants-là qui, en 2006, ont complètement recapitalisé le journal. Aujourd'hui, Politis est détenu du point de vue de son capital social par une association qui a apporté les 2 tiers du capital. Le reste est détenu par des individus qui sont des personnes amies qui ont souhaité rentrer au capital en tant que personne, plutôt qu'à travers l'association. Et du point de vue de la gouvernance, nous pouvons dire que nous sommes notre propre maître à bord. Et dans le nous, nous incluons tous les sympathisants, tous les lecteurs. En 2006, quand nous avons failli mourir pour de vrai, on a eu à peu près 7000 personnes, 7000 courriers de personnes qui nous ont envoyé non seulement de l'argent, mais aussi des mots de soutien. Et c'est peut-être ça qui était le plus émouvant au bout du compte. Troisième domaine, qu'est-ce que c'est qu'un média libre? Pour Politis, qui intervient dans le champ de la politique, du social, de l'économie, du culturel, enfin qui est un média qui se définit comme un média d'information générale, c'est l'indépendance ou l'autonomie par rapport au pouvoir politique. Et ça, c'est très important. Moi, j'ai l'habitude de dire que, d'un point de vue de sa ligne, quand on pose la question, Politis se situe à égale distance des mouvements sociaux et citoyens, de la mouvance écologiste et de la mouvance de la vraie gauche, je dirais. Alors, il y a des gens qui disent « Ah, vous êtes trop près de Mélenchon ». Et puis juste après, il y a des gens qui disent « Ah, mais vous avez fait un dossier sur Nicolas Hulot, comment pouvez-vous » Donc, on est rassuré quand ça va un coup de ce côté-là, un coup de ce côté-là. On ne reproche jamais d'être trop proche des mouvements sociaux, heureusement. On a fait le tiers du journal sur les résistances à Notre-Dame-des-Landes. Je pense que personne ne viendra nous en faire de la critique, donc on est probablement, dans l'esprit de nos lecteurs, plus proche de cette mouvance-là, qui, elle, n'intervient pas comme, je dirais, une institution, un parti politique. Mais cet équilibre-là, cette distance-là, nous en sommes d'une vigilance de tous les instants, car nous considérons que probablement ce serait signer un acte de décès à courte échéance si nous étions dans le sillage de manière beaucoup plus précise, résolue, institutionnelle d'un parti politique. En 2006, nous avons failli être récupérés par une mouvance, c'est-à-dire plutôt associative que politique,
On en est sorti, heureusement, probablement si on était devenu l'organe d'un mouvement ou d'un parti, je ne serais pas là pour vous en parler aujourd'hui. Troisième domaine d'intervention sur lequel nous réfléchissons, qu'est-ce que c'est qu'un média libre? Il y a, je dirais, l'autonomie intellectuelle, c'est-à-dire, pour nous, la capacité que nous donne notre relative indépendance économique, enfin en tout cas on est indépendant des grands pouvoirs économiques, ça c'est une certitude, c'est la capacité à publier ce que nous voulons dans le journal, c'est-à-dire de définir les sujets sur lesquels nous voulons intervenir, nos prises de position. Évidemment, encore une fois, quand je dis nous, c'est un nous qui englobe notre public. On n'a pas la vocation à prendre à contre-pied notre sérail intellectuel, évidemment. Hein. C'est également, au-delà de cela, je pense, la capacité à critiquer ses amis, entre guillemets, et aussi la capacité à penser contre nous-mêmes. Nous nous sommes rendus compte, au cours de ces dernières années, qu'après avoir vécu dans une période un petit peu, je dirais, de position de résistance, média de combat, c'est-à-dire défendant les idées d'une gauche très ancrée dans le social, la solidarité, l'égalité, l'écologie, etc., un média de résistance, on s'est rendu compte que l'époque actuellement, avec le basculement et la dilution des frontières ou des repères idéologiques, eh bien ça nous a mené, pour jouer notre rôle, à aussi penser contre nous et entre guillemets nos amis, c'est-à-dire aborder les débats qui clivent à gauche. Et à gauche, encore une fois, ce que j'appellerais la vraie gauche. Par exemple, la question du voile et de la laïcité, il faut aborder ce débat. La question de la sécurité, la question des interventions armées ou non. En Syrie, qu'est-ce qu'on dit sur la Syrie, ou des choses comme ça. Et ça, ce sont des questions qui nous semblent que nous sommes, nous, amenés à traiter, et que, je dirais, notre autonomie intellectuelle en tant que média nous permet de faire, et en plus nous pensons que c'est aujourd'hui un des rôles les plus visibles, les plus utiles que nous ayons à faire. Alors, une fois que j'ai dit ça, est-ce qu'un média libre, ça existe? Eh bien, bien sûr que non, de même que la liberté n'existe pas. La liberté, c'est une vision théorique. Nous avons des comptes dans une banque, qui n'est pas la pire des banques, bien évidemment, mais qui est une banque et nous achetons du papier, nous sommes liés à des partenaires qui sont dans le monde économique aujourd'hui, qui a ses règles de fonctionnement que vous connaissez bien. Des fois on nous dit « Oh, mais pourquoi vous avez des blisters en plastique autour de... » Ben oui, on ne peut pas tout faire. Ben oui, ça coûterait plus cher. Si ça coûtait plus cher, on ne serait peut-être pas là pour en parler. Enfin bon, on est dans des compromis comme tout le monde. Mais est-ce que ça vaut la peine de discourir beaucoup plus longtemps là-dessus? Je pense que cette vision théorique de la liberté des médias n'est pas celle qui est la plus intéressante. Je pense que c'est la plus intéressante, c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert de pouvoir être autonome par rapport à des forces puissantes, donc Alexandre décrivait tout à l'heure, et qui n'auraient qu'une seule envie, c'est de nous serrer le zigouigoui. On a pu publier un dossier sur la nébuleuse Free et Niel. Elle a été beaucoup reprise par les grands médias, entre guillemets, parce que personne n'ose ou ne peut travailler sereinement dans les autres grands médias sur Niel. Ben, Le Monde encore moins que d'autres, puisque Niel est au capital, mais d'autres ont dit, eh ben voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de ça. Ben voilà, nous on peut le faire, et ce rôle qu'on joue, voilà à quoi ça sert de tenir ces compromis, je dirais, sur est-ce qu'il faut être radicalement en dehors de tout circuit économique, en dehors de tout lien avec le monde tel qu'il est aujourd'hui. Je pense que pour nous, ça ne permettrait pas d'avoir une diffusion qui fait que depuis 88, nous existons. À quoi ça sert? Donc à ouvrir des pistes, comme je disais tout à l'heure, à ouvrir des pistes dans le débat aujourd'hui, avec les grands basculements qu'on pressent. On voit bien dans la déliquescence et l'abandon du Parti socialiste sur les idées de gauche, combien il y a besoin aujourd'hui de mener des débats pour
pour réactiver toute cette pensée. L'année dernière, on a publié un numéro sur Jaurès, la pensée de Jaurès. Cette année, c'est sur 1936, des numéros hors série. C'est étonnant de voir, par contraste, combien ce qui fait l'essentiel des débats sociaux, politiques, économiques auxquels nous sommes attachés, combien ces débats-là ont disparu dans le sable du débat public et combien il est important de les mener, de les réactiver, de trouver des lieux. Voilà. Alors plus qu'un média libre, nous préférons nous dire médias indépendants, dans une certaine mesure, et médias engagés. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous, alors je vais essayer de faire bref parce que bon, je pense que vous avez dit l'essentiel et que j'ai pas grand chose à ajouter d'abord et puis ça laissera plus de temps pour les questions. Simplement, donc, je vais présenter rapidement mon journal également. Donc, je travaille pour La Décroissance qui est ici, je suis journaliste pour eux depuis 4 ans. Donc c'est un journal qui a été créé par l'association Casseurs de Pub, donc, qui, comme son nom l'indique, veut toujours détruire la pub, sortir de la société de consommation. Et avec le journal La Décroissance, cette association a cherché à porter une critique plus globale, plus radicale de l'économie et du système technicien. Donc c'est un journal qui tire à quelques dizaines de milliers d'exemplaires, qu'on voit, qui est disponible en kiosque, sur abonnement, et qui est fait par une poignée de précaires répartis dans toute la France. Alors, pour répondre à la question « Qu'est-ce qu'une presse libre ?» je ne vais pas être très original, mais effectivement, je pense qu'une presse libre, c'est une presse qui répond au programme du Conseil national de la résistance, qui a été édicté donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire une presse qui n'est pas inféodée au pouvoir économique, une presse qui ne dépend pas d'un bétonneur comme Bouygues, d'un marchand d'armes comme Dassault, ou comme une banque, comme le Crédit Mutuel par exemple. C'est donc une presse qui dépend uniquement de ses lecteurs. Et le nombre de titres qui répondent à ces caractéristiques sont de plus en plus réduits. En France, il ne faut pas se leurrer, on est un petit peu une espèce en voie d'extinction. Il y a des journaux comme ceux qui sont là aujourd'hui, mais quelques titres comme Fakir, comme CQFD, comme le Postillon à Grenoble, comme le Nouveau Jour J à Nancy, mais on est très peu nombreux, en tout cas beaucoup moins nombreux que ce qu'a pu être la presse parallèle dans les années 70, qui avait une audience beaucoup plus importante et dont le nombre de titres était beaucoup plus élevé. Et l'intitulé de presse libre ou de presse indépendante est important selon moi parce qu'on a tendance à nous cantonner à une espèce de niche beaucoup plus réductrice qui serait la presse dite alternative. Et c'est un mot qui est assez vicieux, c'est-à-dire qui sous-entend qu'on serait des marginaux, des journalistes qui pratiqueraient un journalisme un peu spécifique, militant, engagé, un peu subversif, un peu rebelle, voilà, des gens gauchistes qu'on laisse bien dans leur niche de presse alternative. Or, je pense que nous tous, on s'efforce de faire un travail de journaliste, d'analyse, de réflexion, qui s'appuie sur de l'enquête, qui s'appuie sur des sources, qui s'appuie sur un travail journalistique de fond, comme devrait le faire n'importe quel journaliste. Et on ne se cantonne pas non plus à un public de militants, on est présent en kiosque, on est présent dans les halls de gare, on est même présent dans les supermarchés qui ont des rayons dédiés à la presse. Donc on touche un public assez large qu'on veut le plus populaire possible. Et à l'opposé, enfin cette définition de presse alternative, elle est assez commode pour disculper un petit peu les grands médias et pour faire comme si les grands médias finalement c'était la norme et pour légitimer les grands médias, les médias dominants comme des organes parfaitement neutres, parfaitement objectifs qui diffuseraient une information non engagée, non politique, pendant que seulement quelques troubillons comme nous feraient un journalisme engagé. Or nous, on considère qu'au contraire, les médias dominants exercent un rôle idéologique majeur
au service du capitalisme. On va pas se leurrer. Aujourd'hui, quand on voit notamment le traitement médiatique qui est fait depuis 4 mois des manifestations contre la loi El Khomri, je pense qu'on en a un bon aperçu. On a des éditorialistes, que ce soit des éditorialistes du Figaro, mais aussi du Monde, aussi de Libération, aussi de France 2 par exemple, qui vont traiter la CGT de tous les noms d'oiseaux, qui vont les accuser de se radicaliser, qui vont même les comparer à Daesh, qui vont les accuser de terrorisme presque. Enfin une attaque très très virulente contre le syndicalisme. On peut l'observer tous les jours. On voit aussi très bien le rôle qu'a joué la presse et les médias dominants pendant le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen, évidemment, où ils ont fait une propagande massive pour le oui. Ils accusaient ceux qui critiquaient l'Europe libérale d'être des xénophobes, nationalistes qui voulaient rester enfermés derrière leurs frontières. Une rhétorique qui a été exactement la même récemment contre le Brexit. Donc on voit clairement qu'il joue un rôle idéologique majeur. Et c'est d'ailleurs absolument pas nouveau, puisque les médias de masse, depuis le 19e siècle, ont toujours servi les intérêts de la bourgeoisie. Là-dessus, je vais citer Habermas, par exemple, parce que ça fait bien. C'est un philosophe assez neutre, en tout cas, qui est moins radical que peut l'être un scribouillard de la décroissance, qui disait que les journalistes jouent le rôle de serviteurs et de propagandistes des puissants groupes qui les contrôlent et les financent. Et ce, depuis le 19e siècle. Et c'est bien pour cette raison que le mouvement ouvrier au 19e siècle ne cherchait absolument pas à figurer, par exemple, dans les organes, dans la presse à grand tirage, mais qui cherchait au contraire à créer un espace public oppositionnel, c'est-à-dire à créer leurs propres journaux, à créer leurs propres bourses du travail, leurs associations, leurs syndicats, et non pas à vouloir être visible dans la presse dominante qui considérait clairement comme un ennemi dans la lutte des classes. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut les considérer comme tels, comme des organes de propagande au service du capitalisme qui ne remettront jamais en cause les intérêts de ceux qui les financent, les intérêts des publicitaires, les intérêts de leurs actionnaires, qui ne remettront jamais en cause le système économique et technique global, qui ne vont jamais contester l'hypermobilité, par exemple, le tourisme international, l'innovation technologique, et qui vont par contre tout faire pour délégitimer ceux qui portent une critique radicale. Pour la décroissance, par exemple, on voit que quasiment le seul traitement médiatique qui est fait de la décroissance, c'est de nous cantonner à une espèce de groupe, une espèce de mouvance d'individus un petit peu perchés qui voudraient vivre en rupture de la civilisation, et on va les filmer au fond de leur bois, etc. On va essayer de les caricaturer au maximum et de les cantonner à une image très très individualisée, alors qu'on esquive totalement, la plupart du temps, le discours politique qui est fait, qui est mené par la décroissance, la remise en cause des structures sociales qui est nécessaire, la remise en cause de notre organisation politique, etc. Et finalement, tout ce que je dis, je vais conclure pour passer aux questions. Tout ce que je dis, c'est des banalités, parce que, je pense que tout le monde aujourd'hui a bien conscience que les journalistes servent le pouvoir, qu'ils ne sont absolument pas indépendants du pouvoir économique et politique. Les sondages d'opinion, les enquêtes d'opinion le montrent d'année en année. Les journalistes sont de plus en plus délégitimés, les médias sont de plus en plus critiqués. Ça fait partie d'ailleurs des professions les plus détestées par les Français, avec les banquiers, avec les huissiers, avec les hommes politiques. Donc on voit qu'il y a le rôle idéologique des médias est clairement contesté et clairement perçu. Et c'est pourquoi il me semble qu'il faut que la question des médias, et que la question que soulevait notamment le Conseil national de la résistance en 1945 est essentielle, c'est que ça devrait être une lutte politique majeure que de vouloir détruire, disons, la tutelle économique qui pèse sur les grands médias de masse. Je pense que c'est d'autant plus important aujourd'hui, alors qu'on vit de plus en plus
dans des représentations médiatiques. On est de plus en plus, enfin il suffit de voir dans le métro à Paris, les gens sont tous rivés à leur smartphone en permanence, ils suivent tous un direct des événements en cours dans le monde. On est tous de plus en plus rivés à des écrans. Et quand on vit à ce point enfermé dans des représentations, il faut avoir une critique radicale de la production d'informations, de ces organes qui produisent et diffusent cette information. Et c'est pourquoi la décroissance milite pour une remise en cause frontale, radicale du système médiatique, et qu'elle en fait un enjeu primordial pour nous désintoxiquer de la propagande quotidienne qu'on ingurgite. Voilà, je vous remercie et puis on va passer par les questions. Salut, ça marche pas. Salut tout le monde, content d'être là et puis merci pour ce très bon exposé sur les médias. Justement, je suis venu là à cette conférence parce que c'est vraiment un sujet qui je suis en plein dedans. Parce que là, depuis tout à l'heure, entre autres, je filme pour ZAD Partout Téloche. Alors, je pense que c'est le bon moment pour présenter ça. C'est une initiative que j'ai prise et je vous invite d'ailleurs à prendre le même genre d'initiative et à y participer, aussi participer à celle-ci. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai créé ça sur un site. Et après en parallèle aussi sur YouTube, ZAD Partout Téloche Archive. Alors je sais que YouTube c'est pas forcément le top comme disait le copain tout à l'heure, par exemple d'utiliser certains outils du système, mais disons qu'on va dire avant d'avoir complètement inventé autre chose, c'est du moins visible. Voilà, il faut se servir de certains outils. Et donc du coup, là je lance l'idée, je pense que c'est le bon moment d'en parler. Je veux que ça soit participatif au maximum. C'est-à-dire que vous pouvez faire vous-même vos... faire vous-même vos vidéos, les envoyer à l'adresse zadpartouttéloche@gmail.com et proposer faire vous-même vos émissions, tel jour, telle heure. Et puis, pour que... ou en différé ou en direct, parce qu'on peut le faire en direct même à distance, et l'idée serait de faire des équipes sur les différents lieux en lutte et en construction, comme ici. Alors moi j'habite loin, dans les Alpes-Maritimes, mais on peut très bien communiquer voilà, et faire des trucs en live, et puis aussi avec vous, parce que moi je suis débutant comparé à vous. Et donc là en même temps, je me suis inscrit comme bénévole pour la CIPA aujourd'hui et demain pour filmer un max de trucs et puis après les envoyer comme là la conférence. Voilà. Alors il n'y aura pas ma tronche sur la vidéo, mais c'est pas grave, c'est pas lui qui... Enfin, je suis pas contre d'être filmé parce que je filme. Bon, voilà. Merci. Plusieurs questions. Bonjour, je suis journaliste sur une radio associative, libre ou indépendante. Je suis assez d'accord avec Patrick, la liberté n'existe pas, c'est un horizon vers lequel il faut se rapprocher. Une question peut-être à Patrick de Politis. Et c'est pas un problème de formation des journalistes, et ça me rappelle le premier bouquin de François Ruffin, le petit soldat du journaliste. Est-ce que dans les écoles de journalisme, on n'apprend pas justement aux futurs journalistes d'être informés au système et au pouvoir? Voilà ma question.
il me semble, n'a pas été beaucoup. Oui, excusez-moi. Un point qui n'a pas été beaucoup abordé, c'est l'importance de la presse papier, il me semble, pour être une presse libre. En ce moment, enfin depuis quelques années, on a l'impression qu'on communique quasiment exclusivement avec Internet. Alors je vais parler de journaux que je connais bien pour être assez fidèle depuis une dizaine d'années et que j'aime beaucoup, c'est Le Canard enchaîné et La Décroissance. Je ne parlerai pas de ceux que je ne connais pas. Et ils ont une affection particulière pour la presse papier et à mon avis, c'est le papier qui garantit beaucoup l'indépendance de ces médias. Et c'est grâce à ça, grâce à cette implantation de papier et le refus d'être inféodé à Internet qui légitime leur liberté. Donc j'aurais voulu avoir votre opinion sur ce sujet. Je vous remercie. Oui, bonjour. Je voulais remercier le monsieur de Petit dont j'ai pas reconnu le nom pour son intervention que je trouve très très intéressante. Vous m'entendez? Ouais, oui. Et en fait, du coup, ce que je trouvais très intéressant, c'est quand il expliquait, mais il m'écoute pas, c'est dommage. Ce que je trouvais très intéressant, c'est quand vous expliquez que parfois, que vous permettiez de faire influencer aussi les médias de masse et finissez par se retrouver aussi dans des grands médias. Et je pense que c'est très important. Cette sujet-là se retrouve dans les grands médias. Moi, je pense qu'un cachet d'investigation sur les pesticides de France 2 ou Le Monde qui sort les Panama Papers, c'est aussi une très très bonne chose pour faire avancer les idées. Donc je voulais vous demander comment est-ce que vous pensez que la presse libre ou alternative peut encore plus influencer aussi les grands médias de par les sujets qu'elle traite, de par la manière dont elle les traite. Vous commencez à répondre ou on prend une autre question? Non. Bonjour, j'aurais voulu que vous vous intéressiez à la presse locale, s'il vous plaît. J'habite Nice. Et à Nice, c'est Nice Matin. Et Nice Matin, eh bien, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et pourtant, maintenant, c'est un outil dont les ouvriers de Nice Matin sont propriétaires. Et pourtant, ça n'a rien changé. Alors comment on fait alors qu'ils sont propriétaires de leur outil d'information? Eh bien, ils n'informent pas. Alors, par exemple, à la fête de la Plaine, 400 personnes, on n'a eu aucune couverture médiatique de Nice Matin. Alors que pourtant, je connais le patron, il habite la Gaule, mais justement, il me fuit. Je confirme, j'habite au même endroit, je confirme. Tout à fait. Alors, on va essayer de... On va répondre question par question. Celle que tu veux, Pierre. Celle que je veux. Ouais, chacun fait... D'accord, on passe le micro et puis on répond un peu au fil des questions. Alors, pour la première, sur les formations, moi, justement, j'ai fait une école de journalisme, mais qui est très... enfin, disons un petit peu à la marge, parce que c'est un IUT, donc qui est fait tout de suite après le bac, qui est basé à Lannion, en Bretagne, et qui est un petit peu différent, disons, de ce que décrit François Ruffin, parce que François Ruffin parle du CFPJ, de la grande école parisienne, qui recrute beaucoup après les étudiants de Sciences Po, etc. Elle est un peu différente, parce que bon, il y a des professeurs qui sont attachés à l'altermondialisme. Bon, voilà, il y avait un discours un peu critique des médias dans cette école. Mais malgré tout, il y a un point commun, c'est qu'on est, on est formé essentiellement à être des techniciens de l'information. C'est-à-dire, alors, avoir des savoir-faire techniques, avant tout, être capable de faire 1 minute 30 de radio, de fournir du contenu, de produire, sans trop s'interroger sur la nature du contenu, justement. Et on a une formation intellectuelle, enfin, intellectuelle c'est beaucoup dire, mais on a, disons, des matières un peu plus théoriques sur l'économie, etc., qui nous cantonnent à une vision effectivement tout à fait formatée de l'économie. Il faut
la croissance, etc. Jamais on va aborder les thématiques écologiques dans cette formation. Donc il y a effectivement un gros problème là-dessus. Il y a aussi un problème, c'est que les journalistes sont massivement recrutés dans les classes intellectuelles, les classes moyennes, les classes supérieures, et qui sont déjà, de par leurs milieux sociaux, qui baignent finalement dans le capitalisme de consommation, on va dire, et qui sont difficilement, qui vont difficilement diffuser une critique radicale de ce système-là. Je pense que François Ruffin, là-dessus, il le dit bien dans son livre, et puis effectivement, tous les travaux que font Acrimed là-dessus aussi sont importants. Ensuite, sur l'importance de la presse papier, alors effectivement, nous, on a un site internet qui est réduit vraiment à la plus simple expression, c'est-à-dire qu'on annonce juste les sommaires, mais on numérise aucun article. On juge qu'en effet, l'emprise d'Internet sur nos vies, l'emprise du numérique actuel sur nos vies, est hyper destructeur de la pensée critique. Et que si on veut effectivement une pensée critique profonde, il nous faut un support papier, que ce soit le livre ou la presse, parce que c'est évident que ça permet de beaucoup mieux réfléchir, assimiler la pensée d'un auteur, prendre de la distance, et que la distraction permanente sur nos écrans favorise un manque d'attention, un manque de concentration. Enfin là-dessus, il y a aujourd'hui beaucoup de travaux qui le montrent très clairement. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que les cadres de la Silicon Valley mettent leurs enfants dans des écoles qui sont très préservées du numérique, parce qu'ils voient que c'est destructeur au niveau de capacité de réflexion. Ensuite, sur influencer les grands médias par nos thèmes, par notre contenu. Là-dessus, je suis un peu sceptique. Enfin, la décroissance a certes réussi à influer dans le débat public, mais la plupart du temps, c'est pour être discrédité, notamment par les hommes politiques. Enfin, dans le dernier livre de François Fillon, par exemple, on est encore une fois jugés comme des archaïques qui voudraient revenir à des sociétés de chasseurs-cueilleurs, etc. Enfin, la caricature habituelle, vous critiquez le système économique, vous critiquez le système technique, donc vous voulez revenir à l'âge des cavernes, bref. Alors certes, nos thématiques se diffusent, mais il ne faut pas compter quand même trop sur les grands médias pour s'en saisir véritablement et débattre profondément des enjeux qu'on soulève. Donc là-dessus, je suis un petit peu sceptique, et moi je serais plus sur la position qu'avait le mouvement ouvrier au 19e, chercher à construire nos propres institutions, nos propres espaces, et à considérer qu'on ne peut pas se servir de TF1 pour diffuser nos idées, mais qu'au contraire, il faudra nous opposer à TF1. Après, sur la presse locale, juste quelques mots. Moi, j'étais journaliste avant d'entrer à la Décroissance dans un journal qui appartient au groupe Centre France, qui est un des plus grands groupes de presse locale aujourd'hui, qui a tous les titres du Massif central jusqu'à Orléans, Chartres, etc. Et c'est vrai que la presse locale aujourd'hui a un positionnement idéologique qui est clairement en faveur du pouvoir économique et politique de chaque région. C'est pas très dur à... Enfin, il suffit de lire les journaux pour l'apercevoir. On a une presse locale qui est extrêmement peu diversifiée, avec un nombre de titres dans des départements qui sont réduits souvent à un. Maintenant, le plus souvent, il n'y a plus qu'un seul quotidien par département, apparemment quelques régions comme en Bretagne, il y a encore le Télégramme de Ouest France. Et effectivement, c'est très problématique parce que c'est une presse qui touche beaucoup plus de gens finalement que la presse nationale, qui se diffuse nettement plus, qui elle aussi est inféodée à des banques, comme le Crédit Mutuel, etc. la plupart du temps, et qui diffuse également un discours très conformiste, qui est la plupart du temps incapable de remettre en cause le capitalisme. Moi, pour une petite anecdote, quand je travaillais donc, au journal qui m'employait en 2008, par là, le journal avait clairement pris position, par exemple, pour construire une grande ligne à grande vitesse de Paris à Clermont-Ferrand. Il avait pris position pour construire une autoroute de Bourges à Auxerre, par exemple. C'était des grandes infrastructures qui étaient soutenues par des chambres de commerce et d'industrie. Et donc les médias locaux soutenaient également. C'était vraiment la voie du
patronat qui s'exprimait le plus facilement dans ces colloques. Donc je suis trop long, je passe la parole. Je vais aller vite. Le formatage des journalistes dans les écoles de journalisme, il est possible uniquement parce que les enfants sont déjà formatés dès la naissance, à la crèche, à l'école. Donc le formatage commence à l'école. Moi je travaille dans l'enseignement, donc c'est une catastrophe. Ça détruit la pensée et les cerveaux des enfants qui pour moi ont une richesse énorme. Donc alors, il y a des très bons profs, évidemment, pas ça, mais le système scolaire institutionnel est quand même assez catastrophique. On n'en serait pas où on en est, sinon il y aurait beaucoup plus de gens qui ne passeraient à la défense. Donc voilà, l'école de journalisme n'est juste que la suite d'un formatage. Donc pour l'importance de la presse papier, oui, nous on a voulu faire un média papier parce qu'on pense qu'une certaine matérialité, c'est autre chose que de nouveau se retrouver devant des écrans. Alors on a quand même fait un site, mais pour faire venir les gens vers le papier. Voilà, on est tous contradictoires. Moi je pense qu'un site, voilà, le plus dur pour faire un journal c'est de créer un réseau, et si on se prive en plus d'un site, ça risque d'être un peu compliqué. Alors, influencer les grands médias, j'ai l'impression qu'on retombe un peu dans le moment médiatique que recherchent certains militants. Non, on fait juste un contenu qu'on considère intéressant et qu'on considère important pour les gens. Et on a une certaine liberté aussi, c'est qu'on n'anticipe pas nécessairement la réaction qu'auraient les lecteurs à ce qu'on écrit. Donc moi j'ai fait des débats avec certains rédacteurs en chef qui disaient nous on fait quand même attention de ne pas écrire sur certaines choses parce qu'on pourrait perdre des lecteurs. Et ça, on ne fait pas trop. Voilà. Donc pour Nice Matin, j'ai pas très bien compris à qui appartenait Nice Matin. Gens qui travaillent. C'est salariés. Ok, ils sont sans doute passés par l'école aussi. Ils sont élus un directeur parmi les jeunes. Mais je crois pas que c'est une condition essentielle. Et Bernard Tapie les a aidés. Ah ben voilà, Bernard Tapie leur a déroulé le tapis. Donc. On a eu ça aussi. Nice Matin, c'est déjà un nom bizarre, je trouve. C'est un peu comme celui-ci. Voilà, et en fait, j'ai fait une grosse boucle parce que j'avais dit que je faisais une seule question et je passe à l'autre. On fait tous un même en fait. Je suis désolé. Je voulais donc répondre au point sur donc le papier, puisque évidemment on est un site internet. Qu'au départ c'était un projet papier, mais que finalement, enfin au départ il y a très longtemps, mais que finalement on a développé le site internet parce que financièrement c'était beaucoup plus simple. Et que j'entends bien toute la problématique de la concentration, de l'éparpillement qu'il peut y avoir sur Internet, auquel tout le monde est soumis. Après, l'exercice de la concentration, c'est quand même quelque chose qui peut se pratiquer sur Internet, me semble-t-il. Notamment en bloquant la pub, par exemple, c'est déjà une première étape. Et j'entends bien aussi que les gens de la Silicon Valley ne mettent pas leurs enfants dans des écoles où il y a Internet, mais je pense qu'il y a une différence à faire entre des enfants dont le cerveau est en pleine maturation et qui reçoivent leur toute première formation intellectuelle, et des adultes un peu avertis qui sont quand même capables de faire la part des choses entre les informations qu'ils peuvent lire sur Internet, faire le tri, etc. Donc, je pense que s'il y a une contradiction dans l'outil Internet, ce serait plus la contradiction écologique, parce que effectivement, c'est un média qui s'appuie sur les nouvelles technologies et les outils qui nous servent à produire cette information. Donc les tablettes, les ordinateurs sont consommateurs de matériaux rares, et effectivement ça pose une problématique de ce point de vue-là. De même que la problématique de consommation énergétique, parce que même s'il y a des serveurs qui consomment maintenant des énergies renouvelables, etc., voilà. C'est une vraie problématique que nous, on essaie de traiter par des articles de temps en temps. Il n'empêche que c'est une contradiction, mais pour moi, elle se situerait plus à ce niveau-là, au niveau de notre projet, qu'au niveau de la capacité des gens à pouvoir réfléchir à partir du contenu qu'on leur tournit sur Internet, dans la mesure où nous, on défend et on essaye de pratiquer un contenu de qualité qui s'appuie sur du reportage de terrain, qui s'appuie sur des experts, sachant que pour nous, les experts, c'est pas seulement des intellectuels qui ont produit des bouquins et qui exercent dans des universités, mais c'est aussi le mouvement syndical, c'est aussi les gens qui travaillent, c'est aussi tout le mouvement social.
Donc je pense que fort de tous ces contenus-là, on peut quand même avoir quelque chose de qualité sur Internet. Et juste sur l'influence des grands médias, ce qui est intéressant et sur le fait que les grands médias des fois s'intéressent au sujet qu'on traite nous ça nous arrive régulièrement que des grands médias, notamment télévisuels, veulent finalement faire un dossier sur les décroissants ou sur les énergies renouvelables, etc. et ils nous demandent très poliment par Internet tous nos contacts. C'est assez rigolo, qu'on refuse évidemment. Et je pense que pour ce qui est d'influencer les grands médias, ce qui a été intéressant pour Basta l'année dernière, c'est tout ce qui a eu. On a été attaqué donc, par Bolloré, je ne sais pas si certains d'entre vous celui qui nous a attaqué pour diffamation. Donc le procès a eu lieu en février et on a gagné. Donc on est très contents et très fiers. Par contre, il y a un appel. Donc le procès en appel aura lieu début décembre. Mais ce qui était intéressant, c'est du coup que dans les grands médias, c'est très rare que finalement ils s'attaquent aux multinationales et c'est très rare qu'on nomme les entreprises qui sont responsables de tel ou tel méfait. Et nous, c'est ce qu'on s'efforce de faire à Basta. Et finalement, donc Bolloré est très peu suivi par les médias classiques, traditionnels, notamment parce qu'il attaque à chaque fois. Mais le fait que des médias soient attaqués en diffamation, finalement, ça oblige un peu quand même les autres médias à en parler. Donc par cette expérience-là, voilà, c'est un des moyens qu'on a de s'influencer les uns et les autres qui peut être intéressant. Je réponds très rapidement à la question qui m'a été posée. Je ne suis pas le bon candidat parce que je suis autodidacte, je ne suis pas passé par une école de journalisme. Et donc ce qui a été répondu auparavant, je rajoutais juste une question, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la formation des journalistes, c'est-à-dire qu'il y a des médias qui sont tellement formatés qu'ils pilotent leurs journalistes à distance. Par exemple, j'étais en reportage en Tunisie un jour, puis il y avait une équipe de télé, de Canal+, pour citer. Et le journaliste qui était sur place, il travaillait quasiment à l'oreillette. C'était un sujet délicat, c'était le terrorisme dans un quartier chaud de Tunis. Et la rédaction en chef à Paris avait une idée très précise de ce qu'il devait rapporter, c'est-à-dire que oui, il y avait des islamistes dans le quartier, ceci, etc. Et puis quand la personne qui est sur le terrain fait son travail, elle dit « c'est pas vraiment bien comme ça, il y a la pauvreté, il y a tout ça, etc. » Oui, mais non, mais il faut nous trouver des gens qui... Et ça, c'est extrêmement destructeur de la crédibilité des médias. Alors, moi, je voudrais répondre à une question qui n'a pas été posée exactement comme celle-là, mais c'est camarade de Zad Partout, Téloche, qui dit « faites vos médias, diffusez, connectez vous-même ». Moi, je trouve ça très très bien qu'il y ait cette réflexion sur les médias soient un petit peu bousculés dans leur carcan institutionnel. Et c'est pas forcément parce qu'on a un siège en région parisienne qu'on a le droit d'eux, etc. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les automédias, etc., etc. Nous, simplement, notre expérience, ça nous apprend qu'un média n'existe, avec sa liberté et son autonomie, qu'à partir du moment où il a la confiance de son public. Un média n'existe que parce qu'il y a des émetteurs et des récepteurs qui lui font confiance. C'est une communauté. Nous, on n'existerait pas aujourd'hui si on n'avait pas la confiance de notre public et qui nous le rappelle à chaque fois, qu'il dit « Ah, j'ai pas aimé cet article-là, je suis pas d'accord avec vous », mais ils nous écrivent et puis le débat continue en quelque sorte. Hein, et qu'on ne s'instaure pas, nous ne nous sommes pas instaurés médias parce que nous avions des choses à dire. Et puis derrière aussi, bien sûr, il y a un travail, je dirais, professionnel, c'est-à-dire produire de l'information, produire un média, ça veut dire être en capacité, non pas, je dirais, institutionnelle d'analyser, mais c'est de se donner les outils, c'est-à-dire aussi de vérifier, d'être à l'écoute de ce qui revient. Enfin, c'est tout un travail. Pour moi, c'est la confiance qui fait que aujourd'hui les médias dominants se retrouvent, on ne se met pas dans cette catégorie-là, hein, dans la catégorie des professionnels qui ont le moins la confiance du public. Et pour moi, c'est largement en raison du fait qu'ils ont marchandisé leurs produits. Ils ont marchandisé leurs produits. Moi, je me souviens à une époque avoir travaillé dans des médias de vulgarisation scientifique, par exemple, Ça m'intéresse. Hop, ils sont tombés sous le coup de Bertelsmann en Allemagne, et puis d'un seul coup, les gens ont dit, ben voilà, non, mais il faut écrire les articles avec 400 mots, il ne faut pas faire des phrases de plus de temps, etc. Des gens qui réécrivent et tout, parce que le public veut, il ne faut pas des articles trop longs. Ils ont fabriqué
fabriquer des produits, comme on fabrique des boîtes de céréales, on change la couleur, etc. Et puis si ça ne marche plus, hop, un petit coup de barre par ici, on gagne 2% de lecteurs, on en perd 15%, etc. Ça devient des produits. Et puis le jour où on se retrouve au cœur de notre métier, c'est-à-dire au moment, en 2005, le débat sur le traité constitutionnel européen, on se retrouve dans des crises économiques, etc. Et bien, on se retourne vers son lectorat, et qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai été tellement frappé le lendemain du référendum sur le TCE, de voir comment Serge July, qui était directeur de Libération, il a fait un éditorial où il a quasiment insulté son public, en disant mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on a pu voter ça, comment est-ce possible? Il s'est énervé comme une partie de l'intelligentsia parisienne, et j'ai dit mais qu'est-il, c'est son lectorat, c'est son public, et c'est lui qui trahit son